Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va reprendre nos présentations hebdomadaires après un arrêt de plusieurs mois. Mais malheureusement, cette vidéo sera préenregistrée à cause d'un problème de temps. Donc, sans tarder, on va aborder le thème d'une prise en charge d'un polytrauma. Et je vais laisser la parole à ma collègue, Dr. Betskhaya. Alors, Dr. Betskhaya, bonsoir et à vous la parole. Bonsoir, Dr. Bouhantala. Merci beaucoup pour. Je suis très contente de la reprise de nos conférences. Alors, aujourd'hui, ça sera la prise en charge du polytraumatisé. C'est beaucoup plus que le généraliste doit savoir. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai cassé. Alors, les traumatismes constituent un problème majeur de la santé publique. Pourquoi? Parce que c'est la première cause décès chez les sujets inférieurs à 40 ans. C'est quand même lourd. Et la troisième cause de décès de tout âge confondu. Ça, c'est en termes de mortalité, en termes de morbidité. Les traumatismes génèrent des dépenses de santé élevées, surtout les traumatismes crâniens qui restent, les survivants restent handicapés. Et pourquoi cette mortalité élevée? Puisqu'en commençant de droite à gauche, 51% c'est beaucoup plus des causes cardiaques, un état de choc cardiogénique, un état de choc hypovolémique, une défaillance cardiaque d'emblée. Donc 40% c'est des complications neurologiques, soit par un œdème, soit par une lésion directe, par un hématome extradural, un engagement par exemple. Et donc 4% c'est des lésions, c'est des causes pulmonaires respiratoires, soit par lésion directe, rupture trachéobronchique, ou bien le syndrome d'SDRA par des contusions pulmonaires importantes. 1%, c'est beaucoup plus des complications tardives, c'est la défaillance multiviscérale, puisque le traumatisme génère une réaction inflammatoire généralisée, systémique de tout l'organisme, donc une vasodilatation importante et une mauvaise distribution du débit vers les organes périphériques, alors les organes nobles seront condamnés et donc la défaillance. Mais le problème important, c'est parfois l'association de ces trois mécanismes avec la défaillance. Par exemple, on peut trouver une détresse neurologique qui va engendrer un problème respiratoire. Par exemple, lors d'un patient qui est inconscient, une détresse neurologique, il y aura un relâchement des muscles oropharyngés, donc il y aura une chute de la langue et une détresse respiratoire par obstruction des voies aériennes supérieures. Ou bien un traumatisme médulaire, il y aura un dysfonctionnement des muscles respiratoires. Ça, c'est pour le détresse neurologique. On ramène un autre exemple, une défaillance cardio-respiratoire. Elle va générer une détresse respiratoire ou bien une détresse neurologique par hypoperfusion. Donc, c'est ça la gravité du problème. Et il n'y a que le facteur temps qui a permis et qui a prouvé son efficacité dans la réduction de la morbimortalité chez les traumatisés. Maintenant, on a parlé, on sait tous que le polytraumatisé est défini comme un patient atteint de 2 lésions ou plus, dont au moins une lésion menace le pronostic vital. Mais quand on parle de deux lésions, c'est deux lésions d'organes différents ou de lésions de localisation différentes? Est-ce qu'il y a Je n'ai pas entendu. Quand on parle de deux lésions, est-ce que ces deux lésions sont des organes différents, sont de localisation différente? Justement, l'ancienne définition, par exemple, on aura une fracture de fémur qui saigne et un traumatisme fermé, par exemple, simple, une fracture de côte. Donc, on a le fémur, là, on a déjà deux lésions, mais le fémur qui saigne, c'est déjà, ça va engager le pronostic vital. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est l'ancienne définition. Mais cette ancienne définition présume que le bilan lésionnel est déjà fait. Quand je parle d'un trauma crânien ou bien un trauma thoracique, ça, c'est déjà comme c'est, puisqu'on reçoit les patients en général, c'est des lésions qui ne sont pas visibles. D'accord? Ça, c'est une notion qu'on peut l'adopter après la réalisation du bilan lésionnel. Mais parfois, on reçoit un patient, par exemple, chute de 5e étage, par exemple. Et apparemment, il ne présente aucune lésion, mais déjà le fait du mécanisme, une chute de 5e mètre, ça doit évoquer un traumatisme grave. C'est la nouvelle nomination qui est le traumatisé grave. Le traumatisé grave, c'est un patient dont le mécanisme
du traumatisme doit nous faire suspecter que le patient présente de telles lésions, c'est-à-dire des lésions graves. C'est la nouvelle nomination qu'on doit l'adopter. Après, on va bien définir, on va bien codifier c'est quoi un traumatisé grave selon les mécanismes. En entamant directement la prise en charge doit passer par un chemin qui est d'abord la prise en charge préhospitalière. Chez nous, la préhospitalière, c'est en général faite dans les urgences, malheureusement. La deuxième chose, c'est le triage. On doit trier c'est qui les patients qui sont graves et ceux qui présentent juste des lésions simples, ceux qu'on appelle les polyblessés et les polyfracturés. Puis le bilan lésionnel, et puis on doit prendre une décision pratique, en commençant par la prise en charge préhospitalière. La prise en charge préhospitalière, comme je vous ai dit, c'est malheureusement fait au niveau des urgences. Normalement, c'est en dehors, avec les structures normalement de SAMU. Là, parfois, on doit prévenir l'équipe hospitalière et c'est possible, parfois, on entend qu'il y aura un polytraumatisé en route ou bien un traumatisé en route. Donc là, on doit prévenir l'équipe hospitalière, surtout on doit prévenir le chirurgien, les différentes spécialités chirurgicales, le réanimateur, bien sûr, le centre de transfusion sanguine, puisque certainement on aura le recours au recours à la transfusion et le labo d'urgence. La deuxième des choses, on doit recueillir le maximum des informations, surtout si le patient il est conscient, puisque la conscience est une question de temps, son âge, ses antécédents, ses allergies. On ne veut pas aggraver les choses et le mécanisme surtout de son accident et surtout s'il y a des accompagnants, ça sera mieux. La troisième des choses, il faut visualiser des lésions. On doit avoir un look rapide pour les lésions. Parfois, un simple geste, par exemple, le patient présente une lésion, une plaie de cuir chevelu, une simple suture va prévenir la survenue de choc hémorragique. Comme vous savez que la plaie de cuir chevelu, elle est vraiment hémorragique. Ou bien on peut trouver un trauma qui est ouvert, une artère qui saigne pour assurer l'hémostase. Essentiel, on doit visualiser les lésions apparentes. Surtout, l'immobilisation complète. Le traumatisé grave, c'est un patient, il est considéré comme un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Donc, n'importe quel traumatisé grave doit avoir une ménerve le plus tôt possible. Donc, traumatisé de rachis cervical, il faut préciser que c'est… Oui, et voilà, et le rachis cervical, exactement. Et surtout la mobilisation, par exemple, du brancard, du SAMU ou bien les pompiers vers notre structure, on doit toujours respecter l'axe tête, cou et tronc. Toujours, on doit ne pas, au moins, parfois, on peut pas améliorer les lésions, mais au moins, on ne doit pas les aggraver. La cinquième des choses, c'est un monitorage non invasif. La moindre des choses, on doit prendre une tension par une pression non invasive, un simple brassard, pour avoir une idée sur l'état hémodynamique du patient. Un saturomètre après réchauffement, bien sûr, pour ne pas avoir par exemple, des fausses saturations. Un électrocardioscope pour avoir notre tracé. Là, je dois mentionner que parfois, les troubles de rythme sont un signe d'une contusion myocardique. Et aussi, n'oublions pas le sondage urinaire, puisque ça rentre dans le monitorage de la volémie. Puisque attention, la PNI, la pression non invasive, c'est pas un monitorage de la volémie, c'est la pression, c'est-à-dire le pouvoir vasomoteur des vaisseaux. Mais la volémie, ce que le patient contient comme volume, c'est la duresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Dr. Bouhentala, pour le sondage urinaire? Exactement, bien sûr. Le sondage urinaire, normalement, c'est pas dans tous les cas. Exactement. On va expliquer après pour le sondage urinaire. Alors, et surtout, une voie d'abord vasculaire. Je n'ai pas précisé ici périphérique ou centrale, puisque là, les périphériques sont systématiques de gros calibre de préférence pour assurer au moins une transfusion. Et là, la voie d'abord centrale d'urgence, c'est la voie fémorale. La voie fémorale, elle est simple à réaliser. C'est pas vraiment, elle nécessite pas un bilan. C'est bizarre d'entendre une réanimatrice parler de la voie fémorale, parce que vous aimez les voies sous-clavières.
Justement, mais c'est une voie d'urgence. La voie sous-clavière et la voie jugue interne, elle a Elles besoin, ne sont elle pas nécessite. faites pour les urgences, exactement. Voilà, on doit faire un bilan d'hémostase avant. Donc, c'est pas des voies d'urgence. Donc, Mais la la voie voie fémorale est fémorale, beaucoup plus pour l'urgence parce qu'il y a moins de dégâts que la sous-clavière ou les jugulaires. exactement, elle est accessible par les repères, elle est accessible même pour l'hémostase, c'est un bilan qui est perturbé, ou bien il y avait un hématome, elle est accessible à l'hémostase. Et je l'ai bien précisé, puisque c'est pas un geste explicite pour le réanimateur, ou bien même pour vous les néphrologues, même nos collègues, les urgentistes, les généralistes, peuvent la réaliser en toute sécurité. Ça, c'est les gestes de barrière en pré-hospitalier. Voilà. Ça, là, on a pris notre patient, on a mis la moindre des choses. La deuxième des choses, c'est le triage. On les a mis en condition maintenant le triage. Est-ce que nos patients, il est grave ou pas? Le triage, il contient deux étapes. C'est bloqué. Ah, voilà. Pardon. Voilà. La première étape, c'est l'évaluation de la nécessité d'orienter le patient vers un centre de référence. Et ça, c'est très important. Par exemple, une fois, on était dans un hôpital qui ne contient même pas un scanner, même pas la spécialité de la neurochirurgie. Alors qu'on reçoit, on était juste à côté de la mer, on reçoit dans la saison estivale beaucoup de patients qui sont des traumatisés cervicales, accidents de plongée. Donc, au lieu de transférer les patients vers un centre plus spécialisé qui contient un scanner et des neurochirurgiens, ils nous ramènent les patients et nous, par la suite, on doit les transférer vers les structures les plus adaptées. Et c'est une perte de temps, comme on a parlé tout au début. C'est le facteur temps qui est le seul qui a prouvé son efficacité. Exactement. Donc, j'insiste bien toujours, il faut envoyer le patient vers les centres les plus spécialisés, pas les plus proches. Et la deuxième des choses, il faut évaluer la gravité pour qu'on puisse parler d'un traumatisé grave. Comment on va évaluer la gravité? Par le score de Vittel. Voilà les critères de Vittel. Les critères de Vittel sont des critères bien définis qui se basent sur l'examen initial du patient. L'examen initial du patient, par exemple, il a les trois détresses. Est-ce que le patient est masqué? Est-ce qu'il présente un état de choc, hémodynamique bien sûr? Est-ce qu'il présente une détresse respiratoire et désature? Il base aussi sur les circonstances de l'accident. Est-ce qu'il y avait une éjection d'un véhicule, une chute de plus de 6 mètres pour l'adulte, 3 mètres pour l'enfant et d'autres circonstances de l'accident. Et surtout, s'il y avait un décès dans l'accident. La prise en charge préhospitalière, est-ce qu'il y avait le recours à les catécholamines, à une ventilation mécanique? Et est-ce qu'il y avait des lésions observées importantes, par exemple une amputation d'un membre, c'est un signe de gravité. Et surtout les caractéristiques du patient. C'est des cardiopathes, la grossesse, une femme enceinte. Par exemple, les cardiopathes et les autres terrains fragilisés déjà sont dans une situation précaire. Alors là, dans un traumatisme, ils doivent gérer une situation qui va dépasser leur capacité, donc il y aura la décompensation. Tous ces critères sont détaillés dans ce score-là. Il faut juste le scanner et vous allez trouver tous les critères de score de Vittel. La présence d'un seul critère, voilà pour le scanner, la présence d'un seul critère, on peut baser sur pour considérer le patient comme un Donc, on traumatisé peut grave. scanner directement de la Oui. présentation. Ah, c'est beau. Euh, ouais. Vous pouvez juste le scanner par Google Lens et vous allez directement vers le score. Vous pouvez le trouver dans le Medical Kit. Voilà. Très bien. Si vous allez voir avec ces critères, sont déjà prédéfinis. On ne peut pas jouer sur, par exemple, les caractéristiques du patient. On ne peut pas changer les antécédents. On ne peut pas changer les lésions observées, ou bien la prise en charge préhospitalière, puisqu'elle est déjà faite, ou bien les circonstances de l'accident. Il n'y en a qu'un seul critère qu'on peut l'améliorer ou bien faire un plus pour ce critère, c'est l'examen initial du patient. Donc, les trois détresses, comme je vous ai parlé. Donc là, on doit gérer les trois détresses qui sont présentes. La première présence, c'est la détresse circulatoire, c'est l'état de choc. On sait tous les différents états de choc, mais en général, dans les polytraumatisés, c'est un état de choc hypovolimique hémorragique.
c'est par saignement la plupart des temps. C'est vrai qu'il se peut y avoir un état de choc cardiogénique et tout, mais c'est vraiment un pourcentage minime. C'est la plupart des cas, c'est des états de choc hémorragiques. Donc, comment on va gérer sur la détresse circulatoire? Par On doit arrêter le saignement par les mesures l'hémostase. On doit assurer l'hémostase. La prise en charge d'un état de choc hémorragique, ce n'est pas les mesures de réanimation. Je le dis toujours, on ne peut pas remplir un truc qui est qui est en train de perforé. se vider. Voilà. On doit d'abord assurer l'hémostase pour que je puisse restaurer la volémie. Pardon, juste une Donc, petite parenthèse. Pour oui, rentrer dans la définition de l'état de choc, de oui. combien je peux perfuser mon malade ou remplir mon malade pour rentrer si il ne répond pas, je passe aux drogues. Ça Combien sera, de... ça sera bien détaillé dans la suite. Très bien. Alors, on va arrêter le saignement par les mesures d'hémostase. Par exemple, on a un saignement extériorisé, il faut juste hémostase mécanique. On a par exemple un membre qui saigne, on doit assurer l'hémostase par un garrot ou bien il y a un mode dans le scope. Au lieu de prendre la tension chaque 5 minutes ou bien intervalle, il y a un mode statique. Donc, il va garder comme un garrot. On va arrêter le saignement par le brassard de notre scope. Il faut d'abord arrêter le saignement et la deuxième des choses, pardon, c'est le traitement de l'état de choc hémorragique. Comment on va traiter l'état de choc hémorragique? Par le remplissage, puisque même dans les structures les plus adaptées, le sang n'est pas toujours de côté, il n'est pas toujours disponible tout de suite. Donc là, toujours, on doit avoir le recours par le remplissage et surtout limiter. Pourquoi limiter? Puisqu'on ne veut pas diluer les facteurs de coagulation qui restent. La perte du sang, ce n'est pas que les globules rouges, mais aussi les facteurs de coagulation et les plaquettes. Donc, le remplissage massif va diluer les facteurs et va les envoyer un peu partout, sauf le site qui est saigne. Là, on peut utiliser le salé comme on peut utiliser le plasma gel, il n'y a pas de différence, mais il faut être vraiment limité, c'est-à-dire pas plus d'1,5 litre. Surtout pas du glucosé. Surtout pas du glucosé. Déjà, le glucosé, c'est pas une solution de remplissage. Ça, c'est un. Même si le patient est en hypo, vous avez le trouvé, vous allez le trouver dans une hypoglycémie. Vous utilisez le L'hypertonique. J15, le G20, pas le G5, puisque c'est un patient qui a le droit d'avoir un trauma crânien. Et c'est Il a un contre-indiqué médecin. pendant les traumas crâniens et surtout l'œdème Voilà. cérébral. Exactement, on va aggraver le trauma crânien, on va aggraver l'œdème par cette solution hypotonique, puisque le liquide va sortir de cette solution hypotonique vers les cellules cérébrales. On va aggraver l'œdème. Donc, pas de glucosé, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser le salé, le plasma gel. Dernièrement, il y a une notion qu'on appelle l'hypotension permissive. C'est quoi l'hypotension permissive? C'est vrai, on est devant un état de choc hémorragique. Donc, là, les organes nobles sont en hypoperfusion. Mais en même temps, si on va restaurer des chiffres tensionnels normaux, on peut tomber dans l'aggravation de saignement. Donc là, c'est créé cette notion de l'hypotension permissive. Donc, on doit avoir des chiffres limites de même côté qui vont assurer une bonne perfusion pour les organes et en même temps, on ne va pas aggraver le saignement. Voilà. Là, dans les potentiels permissifs, il y avait la notion de l'utilisation du salé hypertonique. Le salé hypertonique de 7,5% qu'on peut même nous-mêmes réaliser à partir des ampoules de 10% et de l'eau distillée, 7%. Donc, c'est des volumes vraiment minimaux du salé et en même temps ont un pouvoir important dans la restauration d'une tension correcte. Pardon. Alors, ça, c'est pour les potentiels permissifs. C'est pour ça qu'il y a des objectifs tensionnels qui sont créés. Pour la PAM, on a toujours des chiffres qui doivent être entre 60 et 65. Dans le cas d'un traumatisme crânien grave, un traumatisme crânien grave veut dire un score de Glasgow, on va parler après, un score de Glasgow inférieur à 8, inférieur ou égal à 8. Là, les chiffres sont un peu élevés, supérieurs à 80.
Pour la PAS, c'est des chiffres entre 80 et 90 à respecter. Et en cas de traumatisme crânien grave, c'est entre 11 et 12. Pourquoi toujours les chiffres tensionnels doivent être élevés dans le traumatisme crânien grave? Oui, j'ai posé une question. Pourquoi Ah, toujours les d'accord. chiffres tensionnels? Pour maintenir la perfusion cérébrale. Exactement. Puisque si vous savez l'équation de la pression de perfusion, c'est égal à la pression moyenne moins la pression intracrânienne. Lorsque la Exactement. pression intracrânienne elle est élevée par le DEM, la pression en moyenne doit être plus élevée pour la neutraliser. Voilà, pour assurer une bonne perfusion. Ça, c'est pour le remplissage limité. Parfois, on a eu c'est bon, j'ai atteint les chiffres, j'ai atteint les volumes à respecter, par exemple 1,5 litre, comme je vous ai dit, et on n'a pas encore arrivé aux objectifs tensionnels. On doit avoir le recours aux catécholamines. Catécholamine de choix ici, c'est la noradrénaline. Vous allez me dire que la noradrénaline, c'est une molécule utilisée dans les chocs septiques puisqu'elle a un pouvoir vasomoteur important. Oui. Oui, je vais vous dire que c'est prouvé dans le choc hémorragique. Cette vasoconstriction, déjà dans les sites lésés, elle va entraîner une vasoconstriction qui va quand même aider à limiter la brèche vasculaire. Ça, c'est un. La deuxième des choses, cette vasoconstriction va mettre le facteur tissulaire en contact direct avec les plaquettes, ce qui va activer la cascade de la coagulation. C'est pour ça la noradrénaline considérée comme la molécule de choix dans l'état de choc hémorragique. Sans oublier, après Pardon, la raison, oui, est-ce qu'on a oui, une autre molécule pour un deuxième choix? j'ai pas Si je, entendu. si je passe à une deuxième molécule, est-ce que Si on passe à la deuxième molécule, ça sera la dobutamine puisque la noradrénaline a le pouvoir vasomoteur. À un certain point, si le patient ne répond pas, donc il y aura une hypoperfusion, certainement cardiaque. Donc, il y a une défaillance cardiaque. Là, on doit associer avec la dobutamine. Et sans oublier qu'on a déjà une perte de sang, on doit compenser par du sang. Donc là, c'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine doit toujours, n'oubliez pas un réflexe, il y en a certaines molécules qui vont aider la transfusion sanguine, qui sont l'acide tranexamique et le fibrinogène. L'acide tranexamique, c'est une molécule qui est disponible, c'est l'hexacide ou bien le tracide, il y en a plusieurs nomenclatures. C'est un hémostatique comme le dicinone. Donc, il Et trouve est-ce que l'indication. l'efficacité est supérieure par rapport au Tylenol? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est utilisé par voie IV et surtout, on doit l'utiliser dans les 3 heures premières de saignement, puisqu'après ça, c'est beaucoup plus, il y aura des complications thromboemboliques. D'accord? Donc, D'accord. l'acide tranexamique, c'est des ampoules de 500 mg à utiliser à raison de 2 ampoules, 1 gramme en 20 minutes et puis 1 gramme sur 8 heures. Et les Jusqu'à 3 heures la... passées, est-ce que je peux l'utiliser aussi contre-indiqué? Non, par exemple, si le patient est en train de saigner, et, par exemple, supérieur à 3 heures, il vaut mieux de l'éviter. Ce qui va entraîner beaucoup plus ces complications, puisque là, c'est là déjà le processus physiologique du patient. D'accord? D'accord. Donc là, on va aggraver beaucoup plus, on va engendrer des complications thromboemboliques. Très bien. Et on a aussi le fibrinogène qui est normalement disponible. Le fibrinogène, il est disponible, donc on peut l'utiliser. Parfois, on doit avoir le recours au dosage de fibrinogène pour calculer la dose exacte, mais on peut l'utiliser. Même le dosage, il est réalisable. Là, on doit parler sur les objectifs transfusionnels. Je vais parler de la transfusion, pas que les globulaires, mais aussi le PFC, les PFC, les plasmas fréquents pour le TP et les concentrés plaquettaires standards ou bien les cups pour les plaquettes. Alors, nos objectifs transfusionnels pour l'hémoglobine, lorsque l'hémoglobine est inférieure à 7, on doit transfuser. Si le patient, on doit avoir une hémoglobine supérieure à 10, c'est un trauma crânien grave. Le TP doit être supérieur à 40 et, pardonnez-moi, dans le trauma crânien, supérieur à 70%, pas 100%. D'accord.
Logique. Et pour les plaquettes, doivent être supérieures à 50%, 50 000%. Et pour le trauma crânien, 100%. Pourquoi toujours les chiffres objectifs transfusionnels sont élevés pour le trauma crânien? Puisque c'est un espace inaccessible à l'hémostase. Donc, vous savez toujours que la règle de volume dans le cerveau, c'est l'LCR plus le parenchyme plus le sang. Si un compartiment est augmenté dans le volume, va affecter les autres volumes, donc l'engagement. C'est pour ça les objectifs transfusionnels pour assurer une bonne coagulation, doit être bien sûr élevé par rapport aux autres situations. Maintenant, si on est dans la transfusion, parfois, il y a une notion de la transfusion massive. On doit avoir le recours à la transfusion massive. C'est des protocoles à créer, c'est-à-dire on doit demander des 4 kilos plaquettaires avec 4 PFC et un cup pour la transfusion, puis la deuxième, la même chose. Ça, on l'appelle la transfusion massive. S'il y a juste des CPS, combien tu coûtes? S'il n'y a pas de cup, juste des kilos plaquettaires standards. Justement, on a que les CPS. Les CPS, je vais vous expliquer une situation. Normalement, pour les cups, on doit avoir un cup pour 10 kilos. D'accord? Par exemple, et un cup, on peut avoir un cup, c'est-à-dire s'il n'y a pas un cup, on doit avoir au moins 7 à 10 CPS pour avoir l'effet d'un cup. Vous êtes avec moi? Donc, imaginez un patient qui pèse 60 kilos, qui doit avoir 6 cups. Et on n'a pas de cup. Imaginez combien de flacons de CPS pour le transfuser. C'est vraiment important. Oui. Et ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas toujours le réaliser. C'est pour ça que les cups aident vraiment. Là, si on n'a pas c'est-à-dire la transfusion, on voit qu'elle n'est pas vraiment satisfaisante. On n'a pas de résultats. Quand est-ce qu'on doit déclencher le protocole de la transfusion massive? Lorsque la présence de 2 critères de ceux que je vais les mentionner juste après. Lorsqu'on a un bassin instable, une fracture d'un bassin, lorsque l'index de choc est supérieur à 1. C'est quoi l'index de choc? L'index de choc, c'est une fréquence cardiaque supérieure à une tension, la PAS. Lorsque le rapport, la fréquence cardiaque, elle est supérieure au chiffre de la PAS, là, l'index de choc est supérieur à 1. Lorsque la pression moyenne elle est inférieure à 70%, l'hémoglobine inférieure à 13, ou bien notre patient il est intubé. La présence de 2 critères, de ces critères-là, elle doit déclencher le protocole de la transfusion massive. C'est des protocoles, normalement, les CTS sont au courant. Le fait que je dis que j'aurais besoin d'une transfusion massive, normalement, c'est des packs qui sont déjà pré-rétablis. C'est des 4 kiloglobulaires avec 4 PFC et un cup. Voilà. À chaque fois, on va demander la même chose. Ça, c'est pour la détresse circulatoire. On va maintenant passer à la détresse respiratoire. La détresse respiratoire, comment on va la gérer? D'abord, la moindre des choses, il faut libérer les voies aériennes. Parfois, la détresse, elle est due juste à un corps étranger et des voies aériennes supérieures. C'est la simple des choses. Il faut d'abord libérer les voies aériennes par vérifier s'il y a un corps étranger et une subluxation pour ne pas avoir la chute de la langue. La deuxième des choses, assurer une bonne oxygénation. C'est soit par un oxygène au masque ou bien lunettes d'oxygène, ça dépend de nos objectifs, ou bien d'emblée une intubation orotrachéale. Avant l'intubation, juste une simple auscultation doit éviter des dégâts. Pourquoi je parlais de ça? Parfois, une simple auscultation va nous prédire que le patient présente un pneumothorax. Ce pneumothorax, lors d'une intubation, on va l'alimenter puisqu'on va brancher le patient à le respirateur qui est une pression positive. Donc, on va alimenter ce pneumothorax, on va créer une sorte de tamponnade externe sur le cœur, donc il y aura une défaillance cardiaque. Donc, une simple auscultation va nous prévenir un pneumothorax. On va faire un drainage thoracique ou bien juste une exsufflation avant toute intubation. D'accord? Donc, si vous avez intubé un patient
il était déjà en détresse respiratoire. Vous avez l'intubé et il y avait une détresse circulatoire juste après, une hypotension rapide, une bradycardie. Là, il faut suspecter que le patient présente un pneumothorax et s'est transformé par un pneumothorax compressif par votre ventilation artificielle. Toujours ausculter votre patient avant l'intuber. La détresse neurologique, pourquoi je l'ai laissée la dernière? Puisqu'il faut d'abord éliminer une détresse circulatoire et une détresse respiratoire, puisque la détresse neurologique, c'est parfois secondaire. Un patient en état de choc, il ne peut pas être scoré à 15 sur 15. Il est en détresse, il est hypoxique, il ne peut pas être scoré à 15 sur 15, d'accord? Donc, après l'élimination de ces deux détresses, le patient est stabilisé sur ces deux plans. Là, le score, on peut dire que c'est un score fiable, c'est-à-dire le score neurologique, il est dû à une lésion neurologique purement dite. On va évaluer la détresse neurologique par un examen clinique et un score de Glasgow. Le score de Glasgow seul n'est pas vraiment n'est pas suffisant pour évaluer tout l'état neurologique de notre patient. Il y a un certain examen clinique minimal, vraiment minimal. Le score de Glasgow doit être inférieur à 9 pour avoir le recours à une intubation pour protéger le patient d'une éventuelle inhalation par relâchement des sphincters et même pour protéger le cerveau par une sédation, pour le mettre en repos. Alors, pour notre examen neurologique, d'abord en commençant par l'examen des yeux, c'est pour Pardon, la docteur réponse. Mescaria, si on laisse Oui. l'examen neurologique pour la deuxième partie parce que ça va se couper. Ah, d'accord. OK. Donc, on OK. quitte et on revient. D'accord. OK. Donc, on va entamer la deuxième partie. À vous la parole, docteur Mescaria. Alors, on parle maintenant de l'examen neurologique. Il est simple. En commençant par l'examen des yeux, déjà, c'est une composante qui entre dans l'examen du score de Glasgow. Et la deuxième des choses, on doit examiner les pupilles, l'état des pupilles. Pourquoi on doit examiner l'état des pupilles? Parfois, la présence d'une anisocorie veut dire une asymétrie entre les deux pupilles, une qui est normale, qui est réactive à la lumière, mais l'autre, elle est en midriase. Pourquoi l'autre côté, elle est en midriase? Parce que Engagement là, on temporal. a exactement, il y a un engagement temporal qui a entraîné une paralysie du nerf le 3 qui est responsable de la motricité de l'iris. Donc là, c'est un signe indirect d'un engagement sous-falcoïen d'un hémisphère à un autre et c'est la nécessité de réaliser ce qu'on appelle l'osmothérapie. C'est quoi l'osmothérapie? C'est l'injection des molécules hyperosmolaires pour comment dire, on va aspirer de liquide des cellules qui sont en œdème pour diminuer cette charge. On a deux molécules à utiliser, le mannitol qui est disponible, mais le mannitol entraîne une durase osmotique avec une perte des électrolytes, donc on doit toujours compenser la perfusion de mannitol par une perfusion juste en Y d'une solution salée avec des électrolytes. Et la deuxième molécule utilisée dans l'osmothérapie, c'est le salé hypertonique à 7,5%. La deuxième des choses, c'est l'évaluation de la réponse verbale, déjà sur 5 dans le score de Glasgow, et pour évaluer aussi les réflexes de la déglutition et de la toux. Réflexe de la déglutition, on va injecter dans la bouche du patient 5 cc du sérum salé, glucosé, comme vous voulez, et on va voir la mobilité de l'os cricoïde. S'il bouge, donc le patient a le réflexe. S'il ne bouge pas, là, on doit introduire la sonde nasogastrique. Et pardon, il inhale les 5 cc, pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. T'es 5 cc, il n'y a pas de souci. Là, j'ai dit un truc qui est faux. Je vous ai dit de placer la sonde en nasogastrique alors que c'est faux. De placer la sonde nasogastrique, c'est la même chose pour la sonde urinaire. La sonde nasogastrique, elle est contre-indiquée en cas de fracture de la base de crâne. Sinon, à la réalisation Pourquoi? du TDM, elle va passer en cerveau. Je pense qu'on a tous vu avec l'image d'un scanner contenant comme si un element, un grand element dans le cerveau, alors que c'est juste une sonde Sonde nasogastrique nasogastrique. enroulée, voilà, enroulée dans dans le crâne. Alors, c'est D'accord. contre-indiqué d'utiliser la sonde nasogastrique, la sonde gastrique en naso. Donc, là, en cas de fracture de crâne ou bien suspectée
On doit toujours l'utiliser en orogastrique, c'est-à-dire par la voie orale, par la bouche. On doit l'introduire par la bouche. C'est la même chose pour la sonde urinaire. La sonde urinaire, elle est contre-indiquée dans un traumatisme suspecté d'un bassin. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Si vous avez besoin de quantifier un cathétérisme suspubien, c'est-à-dire c'est vraiment besoin, c'est un cathétérisme suspubien, c'est plus adapté à cette situation. Pas de sondage urinaire en cas de fracture de bassin, pas de traumatisme, puisqu'il est associé en général avec un traumatisme de l'urtère. Vous allez aggraver les dégâts. Et pas de sonde nasogastrique dans la fracture de base de crâne. La troisième des choses, c'est l'évaluation de la réponse motrice sur 6 pour le score de Glasgow et en même temps pour évaluer la présence d'un déficit sensitif au moteur. Si le déficit il est unilatéral, par exemple une hémiplégie ou bien juste une hémiparésie, on peut le considérer comme un signe de localisation. Un saignement d'un côté, ou bien des contusions par un côté, ou bien il y a des convulsions, c'est des signes de localisation. Atteinte de l'aire motrice par des contusions ou par un saignement. Et aussi, c'est le déficit, il est bilatéral. Par exemple, les deux membres. Là, on doit suspecter beaucoup plus une lésion médulaire. Là, on doit ramener la cartographie du score d'ASIA, ASIA, et on va évaluer le niveau atteint de la lésion médulaire, puisque c'est des métamères atteints. On a utilisé, par exemple, on a arrivé à un niveau D4 lors de radiographie du RACIS ou bien un scanner. C'est vrai que la fracture, elle est au niveau des D4, elle est vraiment spécifique, c'est-à-dire, puisque c'est des métamères, c'est des métamères. Comme ça, on a évalué le déficit sensitif au moteur. En général, si nos patients et les conscients, entre patients et les conscients, là, quand je vous ai dit, on doit rechercher une lésion médulaire, pas que le déficit bilatéral, mais aussi l'hypotonie des sphincters. Si notre patient il est inconscient, comme je vous ai dit, avant d'intuber, il faut ausculter. Là, s'il est inconscient, il faut éliminer une sédation. Parfois, le patient il était agité avant votre arrivée, ils l'ont injecté une ampoule de Valium ou bien n'importe quoi. Par exemple, il a fait des mouvements anormaux, il pensait qu'il convulse, donc il a injecté une molécule sédative. Alors, c'est un faux score. Vous allez intuber un faux score. Il faut éliminer d'abord une sédation, puis vous pouvez dire que c'est un score qui est inférieur strictement à 9 ou bien égal à 8 pour pouvoir intuber vos patients. Ça, c'est pour la détresse neurologique. Maintenant, il y a des gestes complémentaires après la gestion des trois détresses. Il y a des gestes de barrière qu'on doit utiliser, on doit les faire. D'abord, l'analgésie et la sédation. Notre patient, il est en train de souffrir. Il y a des lésions. Il faut lui donner des molécules contre la douleur. Là, je vais vous dire que le paracétamol peut ne rien donner. Donc, le paracétamol, c'est bon, c'est révolu. C'est la morphine, c'est la titration en morphine. La morphine, c'est une molécule qui est disponible. Ce qu'on va faire, surtout dans les traumatismes thoraciques, puisque les traumatismes thoraciques, ils dégradent tardivement par un épuisement. Il n'arrive pas à respirer correctement à cause de la douleur, les fractures des côtes par exemple. La titration de morphine va permettre de soulager le patient. Comment on va faire? On sait que la morphine entraîne une détresse respiratoire, alors que on doit commencer par donner 1 mg en surveillant sa respiration chaque 3 à 5 minutes, puis on va injecter. Notre objectif, c'est un EVA inférieur à 3. Si on est arrivé à cette EVA, qu'est-ce qu'on va faire? On va cumuler la dose donnée. Par exemple, je lui ai donné 9 mg au total. Je vais la diviser en 3 doses en subcutané. Après cette titration en IV, je vais lui donner son bolus de 3 mg en subcutané. 8 heures après, la deuxième injection. C'est ça la titration en morphine. La sédation, elle est... Oui. Par rapport à votre expérience, est-ce que vous avez eu des détresses respiratoires suite à la morphine? Non, pas vraiment, puisque c'est une titration. On surveille, on surveille la fréquence respiratoire, c'est-à-dire elle est monitorée. On ne va pas l'utiliser chez un patient qui n'est pas monitoré. Le fait qu'il a commencé à avoir cette bradypnée et tout, on arrête, puisque certains sont vraiment fragiles, c'est-à-dire sensibles à cette molécule. Donc, on doit arrêter. Même s'il n'a pas arrivé, on doit arrêter. D'accord. Voilà, et la sédation, elle est préservée pour les patients intubés. Voilà.
La deuxième chose, le deuxième jet, pardon. Deuxième jet, c'est la sonde gastrique, comme je vous ai dit. Gastrique, c'est par voie orale, comme je vous ai bien expliqué. Il faut nettoyer les ponces et faire des pansements au pli cutané pour éviter des surinfections après, alors que le patient a géré son état de détresse. Bada, après, il meurt par un sepsis sévère ou bien. Quatrième des choses, il faut vérifier le statut vaccinal pour réaliser une sérothérapie contre le tétanos, par exemple. Cinquième des choses, chez les patients inconscients, il faut protéger les yeux par des compresses humides. Sixième des choses, une antibioprophylaxie. Il faut donner de l'augmentin 2 grammes d'emblée aux urgences avec Genta s'il y a des plaies ouvertes. La Genta à raison de 5 mg kg. Voilà. Maintenant, après les gestes complémentaires, il y a un geste très important et on l'oublie en général. C'est le réchauffement. Pourquoi? Pardon, docteur Bescaria, je n'arrive pas à vous entendre. Donc, nous avons perdu le contrôle avec docteur Bescaria. C'était la fin de la présentation. Donc, nous allons programmer l'autre et ça sera avec interaction les prochaines fois, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis.